Tout d'abord, cet important tremblement de terre ce soir en Haïti, une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. En Haïti, on avait un rapport au temps qui était très particulier. Donc il y a cette secousse qui dure 1 minute 15, qui ravage complètement un pays, qui le démolit. Et nous, on arrive, et quand on passe une journée, on a l'impression que la journée, elle dure 10 ans. Moi, j'ai en tête une rencontre. C'est un petit gamin, je me promène dans la rue, je pars à l'hôpital de campagne installé par les militaires français. Et puis, je vois un gamin qui a 13-14 ans, il a un marteau à la main. Et je m'approche, je lui demande qu'est-ce qu'il va faire, et il m'explique qu'en fait, il va replonger dans les entrailles de sa maison. Sa maison, elle est complètement effondrée, mais simplement, au sous-sol, à la cave, tout près de la chambre de sa sœur, il y avait les papiers de la famille. Et les papiers, c'était capital. Dans ce pays où il n'y avait plus rien, où les gens n'avaient plus de maison, plus de vêtements, plus de nourriture, il leur fallait au moins les papiers, ne serait-ce que pour récupérer le titre de propriété de leur maison qui était complètement démolie. Bon, si on les perd, nous, on n'est rien. Les papiers, ils sont où là? Les papiers sont sur les matelas. Au fond, je vais essayer de faire un trou. Il y a déjà un trou, mais les blocs sont tombés sous le lit. Et je ne vais pas les ramasser, ils sont lourds. C'est dangereux, non? On ne sait pas. Il y a des parties qui tiennent, il y a des parties qui ne tiennent pas. Au bout de quelques comme ça plongées, il a réussi à remonter les papiers de sa grande sœur, qui était étudiante avant le tremblement de terre. Et puis il en a profité pour remonter ce qui était des trésors, mais ça nous semblait totalement dérisoire, mais il a remonté une paire de chaussures, il a remonté une boîte. Mais simplement, dans ce contexte-là, si particulier, même rien qu'une boîte, ça permettait de ramasser un peu d'eau de pluie, ça n'avait pas de prix. Jacques Viguier, acquitté pour la 2e fois à la cour d'assises du Tarn, confirme le verdict de première instance. Il n'a pas tué sa femme Suzy pour ses enfants. De nombreuses questions restent tout de même en suspens. En fait, ce qui rend ce procès exceptionnel, c'est que Jacques Viguier n'a jamais avoué, on n'a jamais retrouvé le corps de sa femme, il n'y a pas d'indice matériel qui implique particulièrement que ce soit lui qui soit coupable. Donc du coup, tout va se jouer à l'audience à travers les témoignages, à travers les 2 ou 3 indices que peuvent avoir recueillis les policiers, mais tout se joue à l'audience. Je suis venu par courtoisie pour vous. Nous avons, mes enfants et moi, vécu 10 ans d'horreur. 10 ans d'horreur. Je suis très heureux de ce résultat, mais je dois me reconstruire. C'est pourquoi nous vous demandons, mes enfants et moi, de nous laisser en paix. Ce qui était assez incroyable dans ce procès, c'est que chaque matin, c'était une nouvelle page blanche, c'est-à-dire que l'histoire s'écrivait sous nos yeux, de la culpabilité ou de l'innocence de Jacques Viguier, et qu'on avait le sentiment que ça pouvait basculer effectivement chaque jour avec des personnages comme par exemple l'amant de Suzanne Viguier, avec une dramaturgie, en se demandant même à un moment donné si c'était pas lui finalement le coupable. Et puis on s'aperçoit que finalement c'est surtout un Colombo qui a voulu faire une enquête et qui du coup a brouillé d'ailleurs toutes les pistes et peut-être brouillé la possibilité de véritablement savoir ce qui est arrivé à Suzanne Viguier. Et puis au final, on a Jacques Viguier qui est acquitté au bout de 3 semaines. Et voilà, c'est ça qui compte en tant que chroniqueur judiciaire, de relater justement toute cette dramaturgie, j'ai envie de dire, au cours des 3 semaines et cet épilogue. Le ballon dans la surface, la reprise de volée, et le ballon qui est au fond. Le ballon qui est au fond en faveur de l'Afrique du Sud. L'équipe de France vient de perdre ce match, l'équipe de France est éliminée. Et là, on voit un homme figé sur cette pelouse, droit, qui regarde ses hommes. C'est Raymond Domenech, les mains dans les poches. Et Carlos Alberto Parreira vient donc lui tendre la main. Il faut rappeler que les 2 nations sont à ce moment-là éliminées. Carlos Alberto Parreira, à ce moment-là, n'est pas qualifié. Il est lui aussi éliminé. Il tend la main à Raymond Domenech pour lui serrer cette main, cette paluche. Et Raymond Domenech refuse cette poignée de main. On a vu Carlos Alberto Parreira, le Brésilien sélectionneur de ce groupe sud-africain, qui est venu voir Raymond Domenech à la fin et qui a accroché l'épaule de Raymond Domenech. Il lui en voulait visiblement sur les dernières actions avec une certaine violence de la défense française sur les attaques sud-africaines. On a senti un Carlos Alberto Parreira un poil vénéneux envers Raymond Domenech. Qui lui rendait bien, hein. Ouais, qui restait un peu hagard. Cette non-poignée de main de Raymond Domenech à Carlos Alberto Parreira, le sélectionneur brésilien de l'Afrique du Sud, pour moi, ça symbolise parfaitement l'échec du football français sur cette année 2010. C'est assez symbolique parce qu'on s'est qualifié sur une histoire de main, celle de Thierry Henry face à l'Irlande du Nord, et on est éliminé, on quitte la compétition mondiale sur une histoire de main, une main tendue et non prise, non tenue par Raymond Domenech vers Carlos Alberto Parreira. L'actualité, c'est le meurtrier présumé de Natacha dans le Nord qui doit être présenté ce matin au parquet. Oui, cet homme de 39 ans est passé aux aveux. Il était sorti de prison il y a 1 an après une condamnation pour viol. L'histoire, elle commence un dimanche après-midi, c'est le 5 septembre.
Et on apprend la disparition d'une joggeuse. Dès le mardi, on va retrouver son corps dans la forêt, tué à coups de tournevis et à coups de couteau. Dans l'après-midi, on apprend aussi qu'un suspect est déjà derrière les barreaux. Il a été identifié par des témoins. Et cet homme, il n'est pas inconnu de la justice puisqu'il a déjà violé. C'était en 2004. Et il y a des circonstances qui sont vraiment similaires. On retrouve le nom de la première victime violée qui n'avait pas été tuée. Et on retrouve aussi son téléphone portable. C'est à ce moment-là que moi, j'entre en jeu. Il est décidé que ce sera moi qui vais l'appeler parce que je suis une femme et qu'on se dit que voilà, peut-être qu'un contact féminin sera peut-être un petit peu plus facile. Et puis aussi parce que sur ce genre d'histoire, j'ai parfois un bon feeling sur ce genre de témoignage un petit peu délicat. On savait qu'elle allait recommencer. Moi, je le savais. Tout le monde le savait, en fait. Je savais pas quand, mais je m'y attendais un peu. Soit qu'il recommence, soit que j'entende parler de lui, en tout cas. Ça, je m'en doutais un peu. Moi, je trouvais que c'était une interview qui était très forte parce qu'au final, Sylvia m'a donné beaucoup d'elle-même, m'a accepté de me raconter son histoire et c'était très difficile. Et surtout, ce qui m'aura touchée à la fin, c'est parce que sa maman va dire, elle va m'expliquer, Sylvia va m'expliquer que sa maman a été très en colère après moi parce qu'une journaliste lui a appris la nouvelle de que son violeur avait récidivé. Et ça, elle n'était pas du tout contente. Et Sylvia va calmer sa maman en lui disant « Tu sais, maman, la journaliste, elle me l'a appris très calmement, le mieux qu'elle pouvait faire. Et je crois, maman, que tu n'aurais pas fait mieux. » Et ça, c'était pour moi extrêmement important parce que dans ce témoignage-là, c'était important pour moi d'être humaine tout en continuant à faire mon travail. L'info de ce matin, c'est donc en effet les nouvelles de ces 33 mineurs chiliens et le premier secouriste qui est en train de descendre. En fait, j'y suis allé 2 fois au Chili. J'y suis allé la première fois fin août, début septembre. Les 17 premiers jours, on ne savait pas qu'ils étaient vivants. Et puis bien évidemment, début octobre, j'y suis retourné pour la remontée, qui était un moment un peu magique dans ce cirque de sable et de dunes au milieu du désert. Ces grues disposées, ces secours, ces familles en contrebas qui attendaient leurs mineurs. Alors Emmanuel Renard, vous avez vécu avec nous donc en direct ces 2 premières remontées. On imagine l'incroyable ambiance qu'il doit y avoir, alors que l'on attend d'un instant à l'autre le 3e mineur, Emmanuel. Le début de cette surréaliste opération de sauvetage, eh bien écoutez, les images de bonheur se succèdent les unes après les autres. Un petit garçon qui embrasse son papa, la femme du second mineur soutenue à bout de bras par le président chilien en personne, une femme blême et qui tout d'un coup est illuminée par un sourire. C'est un défilé d'émotions. Clairement, on partage l'émotion des familles, des mineurs, parce qu'on n'est pas sur un reportage de guerre, on n'est pas sur une catastrophe naturelle qui a décimé des centaines de milliers de personnes. On est sur un événement où il y a un espoir. On peut sauver 33 mineurs bloqués 700 mètres sous terre. Évidemment, on est pris d'émotion parce qu'on ne sait pas si ça va réussir, mais on partage et on comprend, surtout sur place, à la fois l'angoisse et à la fois la libération de ces familles au moment où les 33 sortent sains et saufs.